Donc, Khadija Bouabada, je suis trésorière adjointe nationale de la Fédération des représentants de parents d'élèves de la PEP, qui organise ce webinaire intitulé L'IA et les enfants, un défi pour les parents, qui sera animé par Déborah Elalouf, présidente de Tralaler, qui se présentera par la suite. Je suis accompagnée de Mona Jen Legendre, qui est trésorière générale de la Fédération PEP et référente au groupe santé prévention nationale. Le webinaire est enregistré. C'est la raison pour laquelle vos micros et les caméras sont coupés. Le webinaire sera également transmis par la suite sur YouTube, sur la chaîne YouTube PEP intitulée Action PEP. Voilà. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, nous vous remercions de les inscrire dans la petite partie qui s'appelle Q et R, questions et réponses, puisque nous allons prendre note de l'ensemble de vos questions et les transmettre à notre intervenante au fur et à mesure, ou en tout cas enfin, selon un petit peu ses desiderata. Mais ne vous inquiétez pas, nous répondrons et Madame Elalouf répondra à toutes vos questions dans la mesure de ses On va moyens. donc explorer ensemble aujourd'hui un sujet dont on entend beaucoup parler, qui est l'IA et nos enfants, comprendre pour mieux accompagner. Je me présente en quelques mots, je suis Deborah Elalouf. Je suis maman de 3 enfants de 15 à 23 ans. Je suis présidente de Tralaler, qui est une entreprise à impact de l'économie sociale et solidaire qui prépare les jeunes au monde de demain et qui coordonne un programme national d'éducation au numérique, Internet sans crainte, qui est mené sous égide de la Commission européenne. Ce programme national de sensibilisation qui est destiné aux jeunes du primaire au lycée, et sa mission, c'est d'outiller les éducateurs et les parents pour vous aider à accompagner vos enfants, vos adolescents dans des usages éclairés et responsables du numérique. On essaye de proposer des ressources pratiques et des scénarios concrets pour les éducateurs comme pour les familles face aux défis multiples actuels du numérique, avec plus de 200 outils gratuits sur le site Internet sans crainte et aussi des formations et des activités auprès des jeunes déployées dans les écoles sur le terrain. On coordonne aussi le Safer Internet Day, qui est la journée de la protection mondiale des jeunes, qui est entrée au calendrier scolaire. Donc aujourd'hui, on va plus spécifiquement s'intéresser alors d'abord à l'intelligence artificielle qui aura probablement sur nos enfants un plus grand impact que ne l'a eu l'arrivée d'Internet sur notre génération. En tant que parents, on élève nos enfants dans un monde qui est chargé d'intelligence artificielle et la question se pose. Donc pour accompagner nos enfants sur ce nouveau terrain, on commencera par aborder ce qu'est l'intelligence artificielle. On analysera certains défis à relever. On verra qu'on peut aussi, en tant que parents, faire de l'IA nos alliés. Ça peut être des alliés pédagogiques. Et puis, on abordera rapidement quelques ressources Internet sans crainte qui peuvent éventuellement vous aider à en parler avant de conclure sur une session de questions-réponses. N'hésitez pas à les inscrire dans le chat au fur et à mesure, comme ça a été dit. Juste pour lancer le débat, en matière d'éducation, on parle aussi d'éducation à la citoyenneté. Et je ne sais pas si vous avez lu, mais en septembre, l'Albanie a nommé une IA ministre virtuelle. Elle est appelée Diela pour gérer les appels d'offres publics à la suite d'un décret présidentiel autorisant le Premier ministre à superviser la création d'un ministre virtuel de l'IA. Donc ça en fait le premier système d'IA au monde à occuper un rôle gouvernemental au niveau ministériel. L'objectif était de limiter la corruption, mais il n'a pas été décidé par un ministre de déléguer le classement à une IA, dont par exemple les règles seraient alimentées de façon transparente. Non, on fait ici plus confiance à une IA pour prendre une décision finale. On n'est plus dans la science-fiction. Un pays européen délègue une partie de sa gouvernance à une IA. Sam Altman, qui est patron d'OpenIA, et qui est pourtant pas vraiment considéré comme le plus alarmiste concernant l'utilisation de l'IA, évoquait un cauchemar si des dirigeants politiques laissaient l'IA prendre des décisions à leur place. On y est presque. Et ça pose la question, qu'est-ce qu'on délègue à l'IA? Qu'est-ce qu'on garde pour nous, humains, dans la société? Et je pense que c'est une question qu'on doit garder à l'esprit en permanence quand on pense éducation à l'intelligence artificielle. Mais je vais commencer par poser une question. Qu'est-ce que l'IA? 69% des 13-17 ans se disent capables de définir précisément ce qu'est l'IA. Et vous, quand on vous dit intelligence artificielle, à quoi pensez-vous? Vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, quelques mots dans le chat qui vous font penser plus particulièrement
pour vous la définition de l'intelligence artificielle. Et en attendant, je vous dis juste qu'un tiers des adolescents définissent l'IA comme un système susceptible de remplacer l'humain, ce qui est un tout petit peu... euh, on voit qu'il se pose des questions. Eh bien, je vais me lancer en commençant par un élément un tout petit peu provoquant, en vous disant que l'intelligence artificielle en tant que telle n'existe pas. Elle n'est pas magique. De manière synthétique, je dirais que c'est un ensemble de techniques informatiques qui sont mises en œuvre pour simuler l'intelligence humaine. Ça repose sur une combinaison d'un côté de données, deuxièmement d'algorithmes et troisièmement de capacités de calcul. Les données, c'est un peu la matière première, et l'IA va intégrer des modèles mathématiques qui vont processer un gros ensemble de données. Depuis l'émergence d'Internet, on a de très nombreux contenus publiés, donc on a à disposition énormément de contenus. Ça nécessite de tourner sur des machines performantes, et justement, on a eu des machines extrêmement performantes. Alors, j'ai vu dans les échanges, effectivement, IA, algorithme entraîné pour fournir une réponse sur la base de données générée par l'homme. Tout à fait, je suis épatée par la qualité. Une aide pour gagner du temps et faire gagner des tâches répétitives et chronophages, ça peut l'être. Gestion et compilation de bases de données, c'est un outil. Alors effectivement, on a et raisonnement là-dessus. La question pourrait être un tout petit peu plus mise en question, mais oui, ça simule du raisonnement, mais sur une démarche qui est une démarche probabiliste, puisque l'IA intègre des modèles mathématiques qui vont euh, processer. La combinaison évoquée donne la possibilité de modéliser, de reproduire, de simuler des comportements comme le raisonnement et capacités cognitives typiques de l'être humain, le raisonnement, mais aussi la planification, l'apprentissage. Et ce domaine de l'informatique qui mixe mathématiques et psychologie évolue par itération. Et il y a deux grandes caractéristiques. D'un côté, la capacité d'adaptation et de l'autre côté, des prises de décisions complexes. Ça fait partie d'un ensemble plus global qu'on appelle le machine learning. Alors, comment apprend une IA concrètement? Elle se nourrit de bases de données numériques qui lui sont fournies. Elle reçoit soit des données qui sont déjà préparées, déjà collectées, ou par exemple via ses capteurs, comme une caméra, puis elle les analyse et elle réagit. Et je voulais vous donner un petit exemple qu'on fréquente au quotidien, qui est quand on vous demande de prouver que vous êtes un être humain. Parce que d'ailleurs, j'ai toujours trouvé paradoxal, c'est une machine qui nous demande de prouver qu'on est un être humain, et non seulement ça, mais en plus on accepte volontiers de nous y soumettre. Ça s'appelle les CAPTCHA, petites grilles où on nous demande de cliquer sur des passages piétons, des feux tricolores ou des routes. Eh bien, dès lors que vous cliquez sur les images qui représentent, par exemple, des routes, pour montrer que vous êtes un être humain, vous êtes en fait en train, sans le savoir, d'entraîner une IA. En l'occurrence, c'était pour la Google Car que ce dispositif a été mis en place pour aider Google à reconnaître les routes. On appelle ça l'apprentissage supervisé. L'humain donne la bonne réponse et l'IA ajuste son raisonnement en fonction. C'est une forme de machine learning. Et vous y participez donc au quotidien, gratuitement et sans le savoir. L'IA n'apprend pas toute seule, elle apprend avec nous et parfois un petit peu malgré nous. Alors, il n'y a pas une IA, mais plusieurs IA. Je vais vous donner un exemple, c'est les IA de modélisation. C'est une donnée toute seule, souvent n'est pas porteuse de suffisamment d'informations, mais associée à d'autres, elle permet de dresser ce qu'on appelle des clusters, des profils d'utilisateurs. L'appli typique de ça, c'est ce qui est par exemple utilisé dans les applications de rencontres à partir de données poussées par les utilisateurs. Ça regroupe les personnes selon certaines typologies. Et on peut trouver aussi des applications très positives de ça dans des applications pédagogiques, par exemple, où je vais pouvoir identifier des compétences d'apprentissage et personnaliser mon apprentissage en fonction. Ces notions de profiling, hein, et de profil type sont parfois aussi utilisées en marketing. Ça me donne des questions que j'ai déjà eues en conférence parents, en me disant mais je comprends pas, je suis sur écoute, je parlais de ça sur WhatsApp, et puis le lendemain sur mon fil Facebook, j'avais un contenu qui était poussé sur le sujet, comment ils peuvent savoir? Alors oui, on est tous un petit peu volontairement sur écoute, pas individuellement, mais collectivement, exactement sous cette forme-là, c'est-à-dire que à partir de données que vous acceptez
de partager avec les réseaux. Et là-dessus, le paramétrage est clé et ça fait partie des notions dont on doit discuter avec nos enfants. Et ben, on est mis dans des petites cases et puis on va nous pousser des contenus en fonction de ces petites cases. Alors, il y a des applications de reconnaissance d'images, notamment à des fins médicales, et il y a des IA qui ont beaucoup fait parler d'elles ces dernières années, qui sont les IA génératives, qui sont capables de produire du contenu, qui peuvent être des contenus textuels, des contenus images, des contenus sons. Là aussi, il n'y a pas une IA, mais de nombreuses IA. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que nos enfants, ils sont déjà confrontés, parfois très jeunes, et souvent sans qu'on le sache. D'où l'enjeu d'être capable d'en parler avec eux. Alors, quelques points à retenir sur cette petite introduction. Le premier élément, c'est que l'IA fonctionne de manière probabiliste. Elle avance des contenus qui sont vraisemblables et non pas vrais. Donc, c'est la notion de probabilité versus vérité. On parle d'intelligence, mais en fait, il s'agit d'une combinaison de techniques qui s'appuient sur des bases déjà existantes. Et donc certains utilisent d'autres termes, parlent d'intelligence augmentée. Attention aussi à notre tendance à humaniser les IA, on va voir ça tout à l'heure. Parfois certains recommandent d'utiliser le ça plutôt que le il ou le elle ou mon meilleur ami. Gardons en tête que chaque outil ensuite est partiel et spécialisé et l'enjeu c'est d'apprendre à naviguer avec ça et évidemment de garder son esprit critique mais de ne pas dépendre d'un seul outil. Alors, pour entrer dans le concret, les IA dans le quotidien de nos enfants et de nos jeunes. Je vous propose de voyager dans la journée type d'un adolescent au réveil. L'IA est là, reconnaissance faciale, par exemple, pour déverrouiller son smartphone s'il s'est réveillé avec son smartphone, il va avoir des premières notifications sur Insta, sur Snap, avec des contenus push qui sont choisis par des algorithmes qui savent ce qui retient son attention. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont derrière chaque recommandation. Ensuite, il va éventuellement prendre la route et en utilisant Maps ou Waze ou autre qui va optimiser et suivre les trajets en temps réel. Nos infos consultées au fur et à mesure de la journée sont triées pour les faire réagir, nous faire réagir jusqu'au soir. Netflix va proposer la série qu'il n'avait pas prévu de regarder, qu'il accroche et tout est calibré pour garder notre attention. En gros, dans nos vies, il y a une multitude d'IA invisibles qui rythment nos journées et il est majeur de voir ce que l'IA fait de nous, ce qu'on peut faire avec et ce qu'on doit garder chez nous comme, euh, comme décision. Alors, petit exercice pour vérifier que les premières notions sont comprises. À votre avis, dans ce réveil matin, est-ce qu'il y a ce réveil contient-il de l'IA? Est-ce que vous pouvez mettre juste un petit pouce vers le haut ou pouce vers le bas ou un oui ou un non pour que je vois ce que vous en pensez? Alors, même chose dans l'espace des QNR. Alors, On ne peut pas j'ai mettre le pouce, mais on a des réponses, effectivement. j'ai essentiellement des noms et j'ai un petit oui. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt le nom qui a raison. Il s'agit d'un simple radio réveil numérique. On n'a pas affaire à une IA. Il fonctionne sur la base de fonctions qui sont préprogrammées. Il sonne à une heure définie. Il capte une fréquence radio, mais il ne s'adapte pas. Il n'apprend pas de vos usages. On parle alors d'automatisation, mais parfois d'algorithmes simples mais pas d'intelligence artificielle. En revanche, le oui pourrait avoir raison parce qu'il existe aujourd'hui des réveils dits intelligents qui, eux, s'appuient bien sur de l'IA. Ils analysent vos cycles de sommeil, ils identifient le moment optimal pour vous réveiller et ils adaptent progressivement la sonnerie selon vos habitudes. Bref, tout dépend du modèle, mais ça illustre bien à quel point l'IA peut être invisible ou très présente selon l'usage, même si elle n'est pas dans mon vieux radio réveil. Et une deuxième question, cette fois sur Snapchat, un réseau très largement utilisé par nos adolescents. Est-ce qu'il contient est-ce qu'il contient de l'IA? Quelques minutes.
Alors là, je vois des oui qui apparaissent. Et effectivement, la réponse est oui et plusieurs fois oui. Snapchat intègre de très nombreuses formes d'IA, souvent très avancées. Il y a de la réalité augmentée, les fameux filtres, hein, ceux qui vous font vieillir, qui ajoutent des oreilles de chien ou qui changent de décor en temps réel. Il y a de la reconnaissance faciale, il y a de la détection d'objets. Il y a des IA conversationnelles à l'intérieur avec un chatbot intégré à l'application. Et l'IA est aussi présente pour recommander du contenu à nos adolescents dans Discover ou dans les stories en fonction des habitudes et des interactions. Et puis, il y a aussi des éléments dans le back-office, parfois en modération et en sécurité, pour filtrer des contenus inappropriés ou prévenir des comportements qui méritent de l'être, sans oublier la publicité ciblée, entièrement pilotée par l'analyse des comportements, même si là-dessus, petite zone d'attention, en tant que parent, j'invite à travailler le paramétrage de ces réseaux sociaux avec nos adolescents, et notamment depuis les dernières lois de l'AI Act et du DSA, on a le droit de ne pas faire l'objet d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle sans le savoir, notamment sur les publicités qui sont poussées ou les contenus push qui sont poussés sur les réseaux sociaux. Mais en gros, Snapchat est un concentré d'intelligence artificielle, souvent invisible, mais très puissante, surtout quand on est ado. Donc, on voit que l'IA est entrée dans notre quotidien à nous et dans celui de nos enfants. Cette dernière image des médias sociaux qui contiennent de l'IA est parlante. Donc, abordons maintenant les défis qui se posent à nos enfants. Et ce qui va nous intéresser, c'est notre rôle de parents pour les aider à naviguer. Alors, on sait qu'on a plusieurs enjeux à gérer qui relèvent de différents ressorts, qui peuvent être du ressort de la fabrique de l'information. Un tiers des jeunes font confiance aux réseaux sociaux pour s'informer. 40% des utilisateurs de TikTok font confiance aux influenceurs s'ils ont beaucoup d'abonnés et 75% des vidéos vues sur YouTube viennent d'algorithmes de recommandation. Donc il y a une incidence énorme des algos qui choisissent les contenus que nos enfants voient en fonction de ce qu'ils ont déjà cliqué, de ce qu'ils ont liké, de ce qu'ils ont regardé longtemps. Plus il consomme un type de contenu, plus on lui en propose. Et on peut se retrouver facilement dans des bulles sans même s'en rendre compte. Je n'ai pas les mêmes informations que ce que chacun de vous a. Et donc, plus je pense bleu, plus je vais avoir du bleu qui apparaît dans mes fils et plus je vais être convaincue que la réalité absolue est bleue, ce qui peut expliquer aussi parfois la difficulté à discuter avec des êtres humains réels qui ne sont pas complètement d'accord avec nous et qui n'ont pas exactement la même vérité, parce que j'ai eu progressivement l'habitude de me retrouver entourée d'une conformité numérique d'avis et de gens qui m'entourent, qui vont être à peu près du même avis que moi. Alors, ensuite, il y a un certain nombre donc ces bulles de filtre renforcées par l'IA ont un certain nombre d'incidences et génèrent en termes d'éducation une compétence clé qui est l'esprit critique à développer. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour expliquer la fabrique de l'information et pour se dire qu'un influenceur qui a beaucoup d'abonnés ne vaut pas plus qu'une source scientifique ou qu'un grand média fiable et spécialisé sur un sujet particulier. Je vais m'intéresser à un autre point qui est affiché ici, qui est le point des données personnelles. Les enfants donnent beaucoup d'informations sans le savoir, et nous aussi, parfois, en tant que parents, on a tendance à donner beaucoup d'informations sur nos enfants, et c'est un point de vigilance du côté parental. On va voir notamment dans le cas des deepfakes que ça peut avoir une incidence fâcheuse. Et puis enfin, l'impact social et écologique. Qui fabrique ces IA, quel est le coût environnemental, et ce n'est pas virtuel du tout. Et là-dessus, ça peut être une entrée en matière pour en parler aussi avec nos jeunes, puisque c'est un sujet auquel ils sont sensibles. L'objectif, c'est de pouvoir parler avec eux de ces différents points. Alors, un des exemples en termes d'information que vous avez dû voir passer dans vos enjeux d'information, ce sont les deepfakes. Ce sont des vidéos, images ou voix qui sont générées par intelligence artificielle et qui peuvent faire dire ou faire n'importe quoi à n'importe qui. Ça peut être très ludique.
quand c'est pas toxique, et puisque ça peut être aussi une forme de manipulation courante, c'est parfois très visible quand par exemple on voit, on avait vu il y a quelques années, enfin tout au début, Léon Marchand dans une émission Clic de Canal où il déclarait qu'il ne savait pas nager et qu'il avait reçu ses médailles olympiques grâce à une énorme hélice greffée dans son dos. On peut se douter que l'information n'est pas tout à fait exacte, mais ces images sont de plus en plus réalistes. Sur Insta et TikTok, cette pullule de fausses vidéos, de fausses images. Et plus un personnage est public, plus le deepfake peut être réaliste. Et dans un fil d'actualité inondé d'images, le réel peut devenir flou. Une enquête par Milan en 2024 révèle que 18% des adolescents pensent qu'ils sauraient reconnaître un deepfake s'ils en voyaient un. Donc c'est plus de 82% qui ne sauraient pas le faire. Et pour autant, ils sont 62% à avoir plutôt confiance dans les informations qui sont communiquées par l'IA. Et ils sont peu nombreux à se sentir suffisamment informés. Donc il y a un enjeu, et c'est aussi ce qu'on a envie de défendre côté Internet sans crainte, leur donner les clés pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Euh, on le fait au quotidien avec Internet sans crainte, où on propose, alors notre premier public utilisateur là-dessus sont les enseignants et les éducateurs, mais c'est aussi possible de le faire à la maison. Sur le site Internet sans crainte, vous pouvez retrouver ces parcours. On enverra les liens qui pourront également vous être envoyés avec des parcours, notamment pour avoir des bons réflexes pour vérifier l'information. C'est des supports de discussion et d'échange entre adultes et jeunes et qui permettent d'interroger un petit peu ce qu'on voit. Et on le fait des tout petits jusqu'aux plus grands, avec évidemment des parcours qui ne sont pas exactement les mêmes selon que je suis en primaire ou au lycée. Alors, je parlais de deepfake. On a parlé de création, d'information, d'esprit critique, mais c'est aussi un exemple où l'IA est détournée pour nuire. Ces usages-là, nos enfants, ils sont déjà confrontés à l'école, sur les réseaux, dans certains groupes de classe, avec des exemples concrets de deepfake et d'usurpation d'identité, des photos de classe ou des photos personnelles qui sont utilisées pour générer des images dénudées d'élèves. On appelle ça des deep nudes. Et c'est là-dessus que je pose une petite zone d'attention sur nous parents qui avons tendance à poster des images de nos enfants sur les réseaux sociaux ou sur un certain nombre d'espaces par fierté. On est parfois les premiers diffuseurs. Et donc là-dessus, zone d'attention aujourd'hui sur où vont circuler ces images d'enfants. Elles sont aussi parfois utilisées chez les plus grands pour automatiser certaines mécaniques de harcèlement. On parle aussi de doxing. Il y a croise des données qui sont accessibles en ligne pour retrouver des adresses, des noms et d'établissements et exposer des jeunes qui pensaient être anonymes ou pouvoir faire de la personnalisation des attaques. Sur le phénomène que je décrivais tout à l'heure des deepfakes, des deep nudes, je signale que 96% des vidéos deepfake sont pornographiques. Et comme je le disais tout à l'heure, ces images et vidéos concernent d'abord des personnes célèbres, mais peuvent également toucher le quotidien des enfants. Donc, et peut-être finir sur un petit point positif là-dessus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour Snapchat, l'IA est aussi utilisée en back-office pour protéger les jeunes et pour détecter des comportements à problème. Alors, l'ensemble de ces travers peut poser des questions en termes de gestion des émotions et de santé mentale dans l'usage et la notion de bien-être numérique. Alors d'abord parce que l'IA renforce un travers qui est très humain, qui est notre tendance naturelle à l'anthropomorphisme. C'est le fait de donner des traits humains à ce qui ne l'est pas, à des animaux, à des objets ou à de l'IA. Et les enfants, ils sont bien sûr encore plus sensibles. Ils parlent à leurs peluches, ils imaginent que leurs jouets sont vivants. Alors, une IA qui répond avec une voix douce ou un emoji peut facilement devenir un faux confident. On a l'impression de parler à quelqu'un. Même nous, adultes, on a l'impression de parler à quelqu'un. J'entends beaucoup d'adultes parler de ChatGPT comme leur meilleur ami. Et la politesse coûterait, paraît-il, des dizaines de millions de dollars à OpenAI, parce que quand on dit merci, pourrais-tu, s'il te plaît, etc., l'IA répond toujours dans le même style que celui qui a posé des questions, et donc ça génère une certaine quantité de bande passante, mais ça reflète surtout cette tendance à humaniser
l'IA. Et on a d'autant plus tendance à l'humaniser que c'est ce que font un certain nombre de jeunes on a donc 45% des jeunes qui utilisent les IA génératives juste pour le plaisir et 20% le feraient pour poser des questions relatives à leurs émotions, voire à leur sexualité, ce qui interroge à la fois sur notre capacité d'écoute. Que se passe-t-il pour que l'IA soit davantage digne d'écoute que le parent? Donc, je pense que ça incite là aussi à être plus proactif sur le fait d'échanger sur un certain nombre de sujets, mais aussi sur le fait de prévenir, puisque s'il y a un domaine où l'IA n'a pas d'expérience, c'est bien le champ des émotions et de la sexualité. Donc on voit que les jeunes posent un certain nombre de questions. Est-ce que j'avais raison de rompre? Écris-moi une lettre d'amour. Pourquoi vit-on? Et donc là-dessus, important de discuter parce que plus la conversation avance, plus on peut s'attacher à cet interlocuteur invisible. Et pour des jeunes en construction, parfois isolés, cette relation peut être forte mais aussi ambigu. Donc il faut rappeler que l'IA n'a ni intention, ni émotion, ni mémoire réelle, limite une relation humaine, mais ce n'est qu'une simulation. On a conçu une ressource qui s'appelle à l'intérieur d'une collection proposée, même chose, proposée gratuitement sur Internet sans crainte. La collection s'appelle Ma vie numérique et on en a une sur être en ligne, bien être en ligne et savoir être en ligne à l'heure de l'IA. Et l'un des parcours, qui est un parcours interactif pour susciter un débat entre les jeunes et avec un adulte, s'est appuyé sur la construction avec d'un côté un comité scientifique et de l'autre côté des lycéens, un panel jeune de lycéens qui nous ont expliqué leurs usages et qui nous ont partagé leur zone de risque. Et en l'occurrence, le scénario s'est appuyé sur leur propre remontée d'usage avec, dans le chapitre sur le bien-être, on suit une jeune fille isolée qui découvre une IA amie qui promet de résoudre ses problèmes, bon, qui en tout cas est très réactive sur ses problèmes. Donc, à chaque étape, faut-il aller à l'étape suivante? C'est juste un support de discussion à faire ensemble, en classe, mais aussi potentiellement en famille. Et le prochain Safer Internet Day, qui aura lieu le 10 février 2026, aura lieu justement sur cette thématique du bien-être en ligne. Les écrans et toi, comment ça va? Avec des kits qui seront proposés dans toute la France pour pouvoir mener des ateliers qui peuvent être menés à la fois par les équipes pédagogiques et aussi dans le cadre d'ateliers parentalité. Donc là-dessus, le site Internet sans crainte pourra vous proposer des ressources ou des interventions concrètes sur le sujet. Quelques messages simples à rappeler aux jeunes: l'IA n'est pas ton amie, traitons ses réponses avec esprit critique. Là encore, ce sont des réponses vraisemblables, pas forcément des réponses vraies. Les recommandations sont conçues pour capter notre attention, elles sont conçues pour nous plaire et pour correspondre à ce qui a le plus de probabilité de me plaire. Il faut en être conscient et ne pas en devenir dépendant et utiliser l'IA de manière responsable, notamment dans nos échanges avec les autres, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir des dérives. Et donc l'enjeu pour nos parents est d'ouvrir un espace de parole pour que nos enfants sachent que ces outils existent et qu'ils puissent venir nous en parler s'ils ont quelque chose qui arrive. Alors jusqu'ici, on a surtout parlé de risques et de dérives. Mais il est aussi temps de s'interroger sur une autre question essentielle: comment faire de l'intelligence artificielle une alliée dans l'éducation de nos enfants? Nos enfants grandissent dans un monde qui est traversé par l'IA. Ce qu'ils voient, ce qu'ils écoutent, les vidéos qu'ils regardent, la façon dont ils apprennent, de nombreux éléments sont influencés par les algorithmes et fournissent aussi une opportunité d'avoir quelque chose de constructif en éducation. Alors, pour en faire des alliés pédagogiques, la première réponse que je vais faire en tant que membre de l'EdTech, l'EdTech, c'est ce secteur qui met la technologie au service de l'éducation, c'est que il existe des solutions qui sont pensées spécifiquement pour accompagner l'apprentissage et l'enseignement de l'école à la maison, avec des IA qui sont intégrées dans un certain nombre de solutions pensées pour l'éducation, pensées pour être pilotées par des enseignants, comme la préparation de tests, comme un suivi facilité des apprentissages,
comme le fait de mettre en place des éléments de pédagogie différenciés qui s'adaptent au rythme et au profil de chaque enfant, et notamment à leurs besoins de différenciation. Ça peut d'ailleurs favoriser l'inclusion scolaire d'enfants porteurs de troubles cognitifs pour se dire, tiens, ben, parfois l'enseignant n'a pas le temps d'adapter sa pédagogie à X enfants qui ont des besoins un petit peu différents. Et là-dessus, les logiciels pédagogiques peuvent aider à le faire. Je vais citer un exemple de ressources sur lesquelles Tralalaire a travaillé. Citizen Code, c'est un programme gratuit pour initier les jeunes à la programmation en Python de manière ludique et progressive. Même quand j'y connais rien à la programmation, je peux essayer, et d'ailleurs c'est bien pour les adultes aussi. Et où est-ce qu'on a mis de l'IA? C'est parce qu'on a eu plus de 100 000 utilisateurs. On avait du mal à répondre à toutes les questions qui étaient posées pour résoudre, puisque c'est une série de petits problèmes à résoudre de manière itérative. Et là-dessus, on s'aide de l'IA pour percevoir quelles sont les zones où les gens ont le plus besoin d'aide et pouvoir y apporter des réponses de manière plus efficace possible. Donc là, on parle d'une certaine typologie et de certaines familles d'IA qui ont été pensées spécifiquement pour la pédagogie et pour l'éducation. Mais plus récemment, on a beaucoup parlé d'un autre sujet pour la parentalité, qui sont les IA génératives. Et là-dessus, petit sondage intéressant, une étude montrait que 37% des parents pensaient que leurs enfants en utilisaient. Et il y avait donc, par rapport au nombre réel de jeunes sondés, et je pense que le pourcentage a encore largement augmenté depuis que cette étude a été faite, alors, ça devient très vite obsolète en ce moment sur ces sujets-là, 23% des parents affirmaient que leurs enfants n'avaient jamais utilisé d'IA générative, alors que leurs enfants affirmaient le contraire. Il y a donc un décalage et montre qu'il y a peut-être un manque de communication ou un manque d'expérimentation commune, le fait d'essayer ensemble et d'apprendre ensemble. Et pourtant, il y a une opportunité au saisir, parce que d'après cette même étude, le principal usage des adolescents, c'est de les aider à faire leurs devoirs. 53% des jeunes utilisent les IA génératives pour les aider dans leurs devoirs scolaires. Alors, une question qui se pose souvent de la part des parents, c'est est-ce que c'est de la triche ou est-ce que c'est pas de la triche? Si mon enfant utilise l'IA pour faire ses devoirs, et on avait déjà connu ce genre de débat il y a longtemps avec Wikipédia. Au départ, c'était l'ennemi numéro un du copier-coller, et puis on a appris à l'utiliser autrement, et notamment à apprendre que quand on apprenait aux jeunes à écrire eux-mêmes leur article, ça pouvait être une manière de prendre de la distance par rapport à ça. Ici, avec l'IA, c'est beaucoup plus complexe, puisque l'IA est capable, par rapport à un élève moyen de classe, de produire des résultats qui sont de grande qualité. Et la question se pose, là je vous présente un petit spectre, où à gauche, on voit un élève qui a posé le sujet de son devoir ou de sa rédaction, et ça a été produit à 100% par un outil d'IA générative. Et progressivement, je n'ai mis que 3 exemples de typologie d'usage, mais progressivement, on va avoir des usages plus hybrides. Et par exemple, dans le cas bleu, plus à droite, qui est davantage fait par l'élève consulte une IA pour avoir des idées, puis il rédige son devoir et il le soumet. Et on va de plus en plus aller dans ces éléments hybrides. Et le vrai enjeu, finalement, c'est pas tellement de savoir si l'IA a été utilisée, mais surtout comment elle a été utilisée, et est-ce que la manière dont elle a utilisé lui permet d'apprendre. En gros, le vrai enjeu, c'est un enjeu d'apprentissage. Il faudrait qu'on ait en complément de cette échelle qui est à gauche, l'IA fait tout, et à droite, l'élève mobilise ses connaissances, son esprit critique avec ou sans l'outil. L'enjeu, ce serait d'avoir à gauche, l'élève n'apprend rien, et à droite, l'élève apprend et va plus loin. Un élève qui a utilisé une IA pour explorer plus d'idées que ce qu'il n'aurait fait tout seul, pour itérer de manière multiple, pour avoir un regard critique, pour s'entraîner sur un domaine, et éventuellement, après, il va s'en servir pour faire son exposé à l'oral en classe, et il saura aller beaucoup plus loin que ce qu'il aurait fait peut-être avec un simple jet tout seul. Ça peut lui permettre d'aller plus loin, mais tout dépend
comment c'est utilisé. Donc l'enjeu, c'est de poser un cadre d'usage clair qui permette de valoriser les compétences développées. Donc, je vais donner un petit exemple très pratique, un cas d'usage courant, une équation à deux inconnus. Dans le premier usage basique d'une IA générative va être de dire, tiens, bah, voilà le problème, je veux avoir la réponse. Combien valent X et Y? La réponse va être immédiate, on va avoir un gain de temps, mais aucune compréhension du raisonnement, aucune remobilisation possible lors d'un contrôle. C'est le piège classique. C'est une technologie qui est efficace, mais pas conçue pour être pédagogique. Et je vais contribuer en l'utilisant à générer un trou cognitif. Je vais avoir l'impression de faire, mais en fait, ça ne va laisser aucune trace. Le deuxième usage est beaucoup plus réfléchi. Le parent ou l'élève demande à l'IA, je ne comprends pas comment résoudre une équation avec X et Y. Explique-moi étape par étape avec un exemple, mais sans me donner la réponse. Là, on a la perspective d'avoir un assistant qui détaille le raisonnement pas à pas. On simplifie l'une des équations, on substitue dans l'autre, on résout pour Y, puis on retrouve pour X, on vérifie. L'élève reste actif, il s'approprie les étapes, il peut tester par lui-même et vérifier ensuite. Et cet élément-là est fondamental parce que toutes les études en sciences cognitives montrent que l'élève apprend par ces étapes progressives, par des essais-erreurs et par la capacité à formuler des étapes intermédiaires. Si on court-circuite la formulation de ces étapes intermédiaires, alors on atteint l'apprentissage. Et donc la clé, c'est de savoir poser la bonne question. Et poser la bonne question, c'est pas seulement poser une question qui va permettre le plus vite possible d'aller à la bonne réponse, c'est en éducation, poser des questions qui vont permettre de mieux comprendre, éventuellement de personnaliser, éventuellement de formuler ce que je n'ai pas compris. Dépasser le j'ai rien compris. Et là-dessus, on voit bien que l'outil peut être pour nous parents, qui ne sommes pas parfois des experts et en mathématiques, et en physique, et en chimie, et en français, le fait de se servir de l'outil pour se dire mais comment est-ce que je peux l'aider à là-dessus, on peut s'en servir comme un assistant. Alors, les IA peuvent en effet être des alliés pédagogiques sur un certain nombre de sujets, des alliés pour aider à rechercher, à rédiger, et on l'a vu, un assistant d'écriture, voire de réflexion. Je vais vous donner un petit exemple personnel où ma fille, à l'époque, devait faire un devoir sur Joachim du Bellay, poète du Moyen Âge. Elle manifestait l'enthousiasme que peut avoir un adolescent pour un poète du Moyen Âge classique. Et je me suis servi de l'IA en disant, on va imaginer qu'on est un journaliste à l'époque du Moyen Âge et qu'on va interviewer Joachim du Bellay sur sa vie, son époque, son environnement. Et elle s'est prise au jeu. Et à partir de cette mise en bouche, entre guillemets, elle a fini par faire son devoir sur papier, seule derrière, mais ça avait permis d'apporter un environnement qui donnait des éléments tangibles et qui stimulait. Donc ça peut être en amont pour rechercher, ça peut être de l'aide à l'amélioration de rédaction, ça peut être pour apprendre ou pour clarifier des notions, le fait d'expliciter des notions complexes qui n'ont pas été comprises, se dire est-ce que c'est possible de me réexpliquer telle notion différemment. Et ça peut être aussi un assistant pour mémoriser et réviser. Vous pouvez prendre en photo une leçon d'histoire ou une leçon d'anglais et demander de faire un petit exercice de mémorisation en disant j'ai envie, est-ce que c'est possible d'avoir un outil pour interroger, un outil qui permet de poser des questions. Et là-dessus, de nous aider, là aussi, en tant que parents, à aider, à interroger, à guider nos enfants, alors qu'on ne sait pas forcément toujours le faire. Alors les questions que ça peut poser, c'est toujours quel impact sur l'apprentissage et la curiosité, comment toujours trouver ce bon curseur entre assistant et remplaçant, faut-il repenser la fraude et le plagiat, et faut-il repenser l'évaluation. Je pense que l'évaluation, c'est un... Parent de 4 enfants. Je vais vous montrer Je sais pas si vous voyez la vidéo. Utiliser votre téléphone pour créer des fiches de vocabulaire à partir d'un livre Oui. et de l'IA.
Je vais partager l'écran de mon téléphone où vous allez retrouver le store de Android où vous pouvez chercher l'application Gemini. Ensuite, l'ouvrir. En bas, vous avez un petit plus qui vous permet de prendre une photo. Si votre enfant a besoin de travailler sur ce texte, vous pourrez le prendre en photo, le joindre et demander à Gemini: peux-tu m'extraire tous les verbes et les adjectifs de ce texte dans la même colonne et une traduction française dans la seconde colonne? Il réfléchit et il vous sort la liste de vocabulaire que vous pouvez exporter, copier-coller dans d'autres outils ou d'autres applications. Au revoir. C'était juste pour vous donner un exemple de comment, d'un usage pertinent et dans le parent, dans les modalités. Donc, j'ai déjà vu dans les commentaires des interrogations sur le fait de se dire, oui, mais comment est-ce que on va leur permettre de trouver cet axe intelligent? Bah, effectivement, on va le voir, hein. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait, avec le goût de l'effort des nouvelles générations, je doute fort d'avoir une majorité de cas d'usage qui tendent par le fait par l'élève. Mais là-dessus, les enseignants vont devoir aussi adapter leurs pratiques et probablement que le rôle du devoir à la maison et le rôle du devoir en classe vont devoir changer. Peut-être que quand on travaille à la maison, le rendu sera davantage à l'avenir axé sur l'oral et sur le fait d'obliger l'élève à formuler et à être capable d'avoir une étape d'apprentissage. Et peut-être que les étapes de rédaction pure et simple avec un rendu se feront davantage en classe. Probablement qu'on va assister à des changements de paradigme, mais là-dessus, à nous aussi de les accompagner dans ces usages qui peuvent être des usages aidants et de leur montrer que s'ils utilisent uniquement pour la note finale, effectivement, ils risquent de perdre en apprentissage. Alors, je voulais juste vous donner un petit témoignage personnel. Il arrive aux jeunes d'avoir un mésusage, il nous arrive aussi de l'avoir. Et un jour, c'était l'arroseur arrosé qui a fonctionné. J'ai été prise la main dans le sac de mauvaise mère avec une réutilisation de contenu généré mot pour mot. Ma fille m'avait demandé de l'aider à trouver une citation pertinente de Bérénice à apprendre. J'étais en train de faire 8 choses à la fois et j'avoue avoir cherché de manière flemme et d'avoir fait ça de manière très basique, contrairement à ce que j'enseigne pour faire un bon prompt. J'ai posé cette question de manière basique, je lui ai donné des réponses et dès la première citation, elle m'a dit: mais maman, cette citation n'existe pas. Tu as trouvé ça sur les IA génératives, c'était croustillant. Je vous raconte cette anecdote parce que même quand on se trompe, et ça arrive avec un prompt mal pensé et un mésusage, bah, il est possible d'en faire un point de départ d'échange éducatif. Et en l'occurrence, on s'est posé la question de se dire, tiens, bah, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça m'aide de manière intelligente? Et l'étape suivante, on l'a faite ensemble, à la fois en mettant le texte authentique, en chargeant le texte authentique, en posant des critères, en lisant plusieurs passages et en mettant un premier input en disant bah, j'aime bien celui-là parce que, mais il est peut-être un petit peu trop long. Et en fait, on a affiné, ça nous a permis à la fois de nous obliger à lire réellement des passages du texte et en même temps d'avoir une réponse qui était pertinente. Mais voilà, et je pense que dans la notion d'expérimentation commune, il y a aussi ça. Alors un deuxième élément de réaction à la remarque que je disais tout à l'heure, c'est aussi une variation selon les âges. C'est-à-dire que il est effectivement important de décrypter avant de plonger. C'est possible de savoir s'appuyer sur un assistant pour rédiger quand on sait déjà rédiger. Si on zappe l'étape d'apprendre à apprendre et si on court-circuite le faire en passant directement par la réponse par l'outil, on risque fort de générer un manque d'apprentissage. Donc là-dessus, il y a des paliers d'aide. Normalement, les IA génératives ne sont pas adaptées, en tout cas en solo, aux moins de 13 ans, comme les réseaux sociaux. Il y a des raisons pour ça, et là-dessus, ça nous interroge aussi, en tant que parents, dans à quoi je donne accès, quand et pourquoi.
Le deuxième élément, c'est la notion d'encourager la réflexion, un apprentissage de la question. Et là-dessus, on est directement, les enseignants sont bien sûr concernés dans leur évaluation de l'évaluation, mais on est aussi directement concernés dans notre manière de valoriser la question ou le résultat final, c'est-à-dire la note. Est-ce que on a plutôt tendance à dire donne-moi ta note finale, ou est-ce qu'on a plutôt tendance à dire ah, comment est-ce que tu as fait ça? Quelles ont été les étapes de ton raisonnement? Demander à l'enfant de reformuler avec ses mots ce qu'il a compris, c'est la première étape pour éviter le réflexe du copier-coller passif. Renforcer l'esprit critique, c'est aussi éventuellement demander d'évaluer la réponse des IA. Qu'est-ce qui a été intéressant là-dedans? Vérifier les réponses de l'IA qui peut se tromper, demander et vérifier ses sources et encourager évidemment la recherche par d'autres moyens. Alors, ce qu'on veut encourager, c'est le cheminement, la reformulation, la verbalisation des étapes. La psychologue Micheline Chi a prouvé que les élèves qui verbalisent les étapes intermédiaires comprennent mieux et retiennent plus longtemps. Et il y a un chercheur qui a démontré, John Sweller, qui a démontré que donner directement une solution nuit à l'apprentissage, alors que l'explicitation progressive, même avec erreur, renforce la mémorisation. Moi, je pense que demain, peut-être que ce qu'on devrait évaluer, c'est peut-être ce que l'élève, la différence entre ce qu'arrive à faire l'élève avec l'IA et ce qu'arrive à faire l'élève sans IA. C'est-à-dire que les deux sont importants. C'est important qu'un lycéen, il sache progressivement commencer à s'outiller avec l'IA pour être plus productif et pour savoir comment se faire aider. Mais c'est très important aussi qu'il sache s'en passer. Sinon, ça veut dire que son usage de l'IA n'est plus celui d'un assistant, mais devient une dépendance. Et je pense que cette progression type, il faudrait que les usages de nos IA servent à nous faire progresser quand je n'ai pas l'IA à disposition. Et sinon, il y a un vrai danger qui est le danger de la dépendance. Et pour ça, il faut évidemment aussi penser à repenser, comme je le disais tout à l'heure, les travaux à domicile et l'évaluation, mais aussi nos questions de parents plus axé sur le comment tu as fait que quel est le résultat final. Alors, poser un cas d'usage pour en faire des alliés, c'est aussi apprendre à questionner. Je me demande si l'art de la question, c'est pas le cœur de la question éducative, de la question de la recherche et de la question éducative. Ça commence par apprendre à s'en servir, donc expérimenter, tester, savoir comprendre un peu comment ça marche, quel est le derrière de la face, apprendre à prompter. On parle de prompt engineering aujourd'hui, l'art de savoir poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Et ça peut être aussi le fait de questionner plus généralement l'IA. Quelles sont les limites de l'IA? Quels sont les biais? Quelles sont les hallucinations? Pourquoi j'ai des hallucinations? Quel est le fonctionnement? Apprendre à questionner l'IA, c'est aussi parfois apprendre à s'en passer, réussir à se dire bah, parfois je vais m'en servir et puis parfois je vais devoir faire sans et me préparer à ce moment où je dois faire sans et puis apprendre à en changer, ne pas être enfermé dans un seul modèle mais essayer de faire en sorte que l'IA nous aide mais qu'elle ne pense pas à notre place et donc ne pas être enfermé aussi dans un seul processus. Alors il y a un petit outil qui a été fait par le ministère de la Culture qui s'appelle Comparia et qui permet de comparer de poser une question, d'avoir des réponses de deux modèles d'IA générative dont on ne sait pas lesquels ils sont, de dire, ben voilà, je préfère cette réponse-là, et puis de savoir ensuite seulement quel modèle étaient les deux modèles auxquels j'ai fait appel, accessoirement quel a été le coût énergétique de cette réponse et un certain nombre de données variées. Alors, au-delà, j'invite à questionner donc l'IA à l'école et à la maison, dans les deux cas, en famille. Vous pouvez vous appuyer sur un certain nombre d'outils qui démarrent notamment sur Internet sans crainte, mais pas que, notamment les parcours l'IA et ma citoyenneté numérique. Et on va lancer dans le courant de l'année, on mène aujourd'hui un certain nombre d'interventions terrain pour intervenir directement auprès des publics. Et on va proposer progressivement plus de parcours pour aborder l'ensemble des enjeux qu'on a abordés, notamment cette notion de première initiation à l'usage de l'IA, avoir à la fois un bon usage, une bonne maîtrise de l'utilisation de l'IA, et pour moi, une bonne maîtrise, c'est aussi un usage critique
de l'IA. Et ça, on le fait dès les tout petits. Alors, on a un petit jeu que vous pouvez télécharger gratuitement pour les tout petits en primaire. Sors-moi de l'IA, qui est un petit escape game à imprimer où nos personnages, Vince et Lou, qui sont un peu nos héros en primaire de la sensibilisation aux grands enjeux de société, doivent sortir d'un labyrinthe. Et pour ça, il va falloir trouver les bons prompts qui vont leur permettre de sortir. Et au-delà de ces questions-là, je me permets une petite incartade sur le golem. Le golem, c'est une créature imaginaire qui aurait été créée à Prague au XVIe siècle pour défendre l'homme, qui a donné la source à toute une part de la littérature de science-fiction sur la machine qui dépasse l'homme, de Frankenstein Jr. au plus récent, mais qui pose une question finalement qui est l'IA comme miroir, ou le golem, comme miroir de l'humain, la créature de l'homme, qui à la fois peut inquiéter avec l'impression qu'elle peut prendre le pouvoir, mais finalement qui n'est qu'un miroir de nos usages, un miroir de nos limites, et qui renvoie aux limites de notre propre humanité. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que les ados posent des questions relatives aux émotions, aux IA génératives, nous renvoient dans notre rôle de parents, dans nos rôles d'éducateurs, comment est-ce qu'on fait pour être aussi à l'écoute et aussi positive qu'une IA générative. Quand une des questions que j'aime beaucoup poser aux jeunes dans les classes, c'est qu'est-ce que vous avez fait dans votre journée qui vous distingue d'une machine? Si vous avez liké, mis des petits pouces sur des posts Insta, un machine learning pourrait le faire bien plus efficacement que vous. Mais finalement, quels sont les éléments qui ont fait de moi vraiment un être humain dans ma journée, dans ma semaine, et qu'est-ce que j'ai envie de développer comme compétences pour gagner finalement de valeur ajoutée. Ce sont des questions qui intéressent en fait les jeunes. Les jeunes sont inquiets par le fait d'être remplacés par les IA, et donc le fait de les inviter non pas à travailler sur l'inquiétude et sur la peur, mais sur l'invitation positive à travailler ce qui est humain en eux, ça se révèle parfois efficace. Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est l'échange humain? Est-ce que c'est la créativité? Ou est-ce que c'est justement la capacité à se poser des questions? Et peut-être qu'on devrait chaque jour essayer de se poser une question que ne pourrait pas poser une IA. Et puis, ceci peut être aussi une manière courtoise de vous inviter à poser à votre tour des questions. Une question. La première question, c'est: y aurait-il des projets de loi en France ou ailleurs sur l'obligation d'avoir un âge minimum pour accéder à l'IA? Par exemple, comme l'âge minimum de WhatsApp ou de Facebook, etc., etc. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs réglementations. Il y a le DSA Act et il y a l'AI Act plus récemment. Et il y a un certain nombre de réglementations dont certaines ne sont déjà pas utilisées. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, l'âge normalement de limite de responsabilité pour les IA génératives comme pour les réseaux sociaux est de 13 ans. On sait qu'aujourd'hui, de très nombreux jeunes ont accès, donc c'est un choix parental, à des réseaux sociaux et donc à des IA, et parfois à des IA génératives avant cet âge-là. Là-dessus, la question, donc aujourd'hui, il y a une interdiction réglementaire, ce qui fait qu'un jeune qui se connecte à TikTok ou à Insta avant cet âge-là va modifier sa date de naissance pour le faire. Si vous avez installé un élément de contrôle parental de ces applications, normalement, les jeunes ne devraient pas pouvoir le faire sans votre autorisation. Et là-dessus, oui, les lois alors les lois protègent, mais ne contraignent pas technologiquement à cette installation. Donc, ça nous oblige à avoir un nouveau rôle qui est une parentalité numérique, le fait de devoir mettre ces sujets sur la table, de devoir réfléchir à quel âge est-ce que je mets un smartphone entre les mains de mon jeune, et une fois que j'ai un smartphone, comment est-ce que je vais progressivement lui donner des autorisations
en fonction de son âge, en fonction de critères légaux, ou en fonction de critères qui font que je peux considérer que je lui donne accès à un premier réseau social, mais que dans un premier temps, on va regarder ensemble ce qu'il publie pour l'accompagner progressivement vers une voie d'autonomie. Mais c'est pour répondre de manière courte à la question, 13 ans. Une autre question, c'était par rapport au cadre, il fallait poser le cadre clair, mais c'était effectivement une inquiétude d'un parent, disant, mais comment empêcher nos enfants une fois le dos tourné? On ne peut pas rester derrière eux tout le temps. Est-ce que vous auriez Absolument. une solution Et je à vais part compléter, je vais compléter juste ma réponse précédente en Oui, disant que les lignes directrices du règlement donc pour les services numériques euh, ouvrent la voie à l'interdiction de réseaux sociaux au moins de 15 ans en droit national. Donc il y a eu la question de passer à 15 ans, mais la question que je pose, c'est l'opérabilité de cet élément-là et comment on le met en œuvre dans les familles de manière concrète. C'est pour ça que pour l'instant, je parle encore de l'interdiction déjà préexistante de 13 ans et de voir comment on la met. Et là-dessus, on retrouve un lien avec cette nouvelle question qui est comment est-ce que je fais quand mon ado a quand j'ai le dos tourné, je ne suis pas là en permanence. Alors là-dessus, il y a le des outils. contrôle parental, hein. Il y a des outils exactement qui sont, fonctionnent pas à 300%, mais qui fonctionnent quand même très bien. Et le contrôle parental qui permet à la fois de réguler l'accès, donc de choisir quelles sont les applications que votre jeune va pouvoir installer ou non sur le téléphone et vous pouvez avoir un usage très restrictif. Moi, j'ai eu un usage assez restrictif. C'est-à-dire que j'ai eu il y a eu d'abord le premier accès au smartphone où ils sont toujours les seuls à. En fait, on se rend compte quand on connaît qu'ils sont nombreux à être les seuls à. On a développé une application que vous pouvez consulter en ligne qui s'appelle Faminum, qui est là aussi gratuite, c'est pour les parents. C'est un espace de conseil qui permet à la fois d'en parler, d'avoir un support pour en parler en famille, mais aussi d'avoir des exemples de règles, un petit peu de ce que font de ce que font les autres. Donc il y a pour moi d'un côté ce qui est du ressort de la décision du premier accès, de la décision de chaque étape d'installation d'une nouvelle appli. Moi, j'ai fait avec, voilà, à la maison, on a commencé par d'abord, après le smartphone, il y a eu une première installation qui était le WhatsApp, mais aucun autre réseau social au départ. Progressivement, avec une limite de temps assez stricte par jour, et qui est contrainte par la machine. L'autre avantage d'avoir un contrôle parental, c'est que ça transforme le rôle de parent. Plutôt que d'avoir le rôle casse-pied de devoir dire éteins ton smartphone, ben, on a le rôle sympa de dire maman, est-ce que tu peux me donner 5 minutes en plus? Oui, allez, Oui, je ça vais te marche donner très 5 bien, minutes en ça. plus. Ben, en fait, je préfère largement avoir le rôle de donner 5 minutes de plus plutôt que de dire est-ce que je peux jeter ton smartphone par la fenêtre? Donc, le fait de reposer sur des outils concrets, justement pour quand on n'est pas là, permet de ne pas avoir à se poser ce type de questions. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait de mettre en place des règles communes, et c'est ce qu'on fait avec Faminum. On propose de mettre en place des chartes familiales d'usage du numérique. Vous pouvez après l'imprimer et le poster sur le frigidaire. Je vous invite à tester. Et le deuxième élément, c'est après de mettre en place des règles dans le contrôle parental et qui fasse que chaque application doit avoir votre approbation. Nous, après WhatsApp, il y a eu Instagram qui a posé tout un tas de questions que j'ai très strictement contrôlées en termes de temps d'usage. Et ensuite, 2 ans plus tard, quand ma fille avait 15 ans, elle m'a fait un PowerPoint détaillé avec un exposé et des vidéos témoignages de ses copains sur pourquoi elle devait avoir Snapchat. Mais donc, chaque étape, je ne considère pas qu'il soit acquis. Je considère que ça fait l'objet d'une discussion, d'un débat. Et en l'occurrence, je comprenais le rôle de ce média social pour pouvoir échanger avec ses copains, mais je me méfiais du phénomène des flammes qui a été créé comme pour créer une mécanique de dépendance quotidienne à l'application. Donc,
Mettons le sujet sur la table. On avait une question qui était, voilà, est-ce que ces outils, donc je suppose que l'on parle effectivement de tous les outils d'IA, sont en libre accès, suivi de, faut-il dans ce cas-là passer une version payante pour avoir des réponses qui soient plus sourcées? Il y a de très nombreux, la plupart des outils, si on parle des IA génératives, ont pour la plupart des versions, des premières versions qui sont des versions gratuites et qui ne changent pas au niveau dont on parle. Je ne suis pas sûre que la version payante change la qualité de la réponse sur un Perplexity, un Claude, un Copilot ou ou un ChatGPT. Peut-être que Perplexity va avoir un premier niveau de s'appuyer sur des sources fiables plus importants qu'un ChatGPT qui est plus polyvalent, mais j'ai envie de dire ça change. Ce type de classement change chaque mois. La différence qu'il y a entre les versions gratuites et les versions payantes et la logique qui est quand c'est gratuit, c'est toi le produit ne change pas. C'est alors outre le fait d'avoir des capacités à poser des questions et à entraîner des plus larges modèles, mais vous n'en avez pas forcément besoin dans le quotidien. Mais c'est le fait que vos données contribuent ou non à alimenter les modèles d'IA. En général, sur les versions pro, sur les versions payantes des IA, il y a une option qui permet de désactiver le fait que mes données contribuent à alimenter les IA. Donc, ce qui peut être important, en particulier dans le domaine de la création, si je crée des articles et que j'ai envie de les faire relire, si je n'ai pas forcément envie que ça permette à d'autres d'être entraînés. Très bien. Mais donc, pour commencer à s'entraîner et pour découvrir, c'est tout à fait possible de le faire au départ gratuitement. Tout à fait. Une question. Nous nous formons plus ou moins, enfin une constatation, hein, nous nous formons plus ou moins tous à l'IA dans nos vies professionnelles. Existe-t-il déjà des formations pour enseignants dans ce domaine? Je continue, tout va très vite et je ne pense pas qu'on puisse faire l'impasse là-dessus, mais je ne sais pas à quel point la mise en place de telles formations est possible rapidement. Les parents ont bien sûr un rôle à jouer, mais les éducateurs sont quand même aussi, je rajoute le aussi, au premier plan, parce que c'est quand même le parent hein, à la base quand même. Même si les éducateurs participent fortement, c'est quand même le parent qui est quand même normalement responsable de son enfant. Et nous sommes souvent les gardes chiourmes, on va dire ça. Mais voilà. Oui, alors, oui à tout. Oui, les parents sont les premiers garants de l'usage de leurs enfants. C'est nous qui sommes en situation réelle de pouvoir autoriser ou non, et on peut réellement le, le, le faire dans une certaine limite, puisque à un moment, effectivement, à partir du moment où l'âge où ils ont leur ordinateur, pour faire leur devoir et accès donc à une version gratuite des IA génératives, effectivement, ils ont la possibilité de les utiliser de manière plus libre que ce qu'on pensait, d'où l'écart de vue entre ce que pensent que leurs enfants utilisent et mais il y a effectivement une partie très importante qui se situe à l'école et Internet sans crainte là-dessus est un acteur de plaidoyer important pour généraliser l'éducation au numérique en général et notamment l'éducation critique à l'intelligence artificielle à l'école. D'abord parce que c'est le seul lieu où tout le monde y est et que sinon ça fait dépendre de la capacité des parents. Les parents peuvent décider de faire des arbitrages, d'en discuter avec leurs enfants, d'aller faire un débat sur Faminume pour poser les règles, mais on a des compétences qui sont inégales à la maison. Le fait que ça puisse être aussi abordé à l'école est pour moi une garantie d'équité qui me semble majeure. Et oui, il existe des formations pour les enseignants qui sont faites à la fois par des acteurs institutionnels dont plusieurs mènent des actions de formation à l'IA. La semaine prochaine a lieu un grand salon du numérique éducatif où on va avoir de très nombreuses académies et enseignants qui seront présents pour monter en compétence sur ces sujets-là. Et ça se passe tout au long de l'année. Il y a aussi des groupes de communautés de pratique entre enseignants et entre équipes pédagogiques. Et de l'autre côté,
des acteurs extérieurs à l'école, de l'économie sociale et solidaire, forment les enseignants et les équipes pédagogiques à l'usage pertinent du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier. Et c'est le cas d'Internet sans crainte. Internet sans crainte fait à la fois des formations pour les enseignants et pour les équipes pédagogiques. En gros, comment utiliser l'IA et comment utiliser à la fois l'IA dans vos pratiques pédagogiques et à la fois comment éduquer à l'intelligence artificielle à l'école. À la fois fait des conférences pour pour les parents, comme on est en train de le faire aujourd'hui, et à la fois on mène des interventions dans des écoles avec des interventions, avec des événements sous forme de hackathons, par exemple, qui permettent de faire intervenir l'ensemble de ces populations-là. Mais donc oui, il existe et nous ne sommes pas les seuls. Alors les besoins sont immenses. Mais il y a un certain nombre d'initiatives pour accompagner ces publics. Après, il faut qu'il y ait à la fois une volonté et un temps pour ça. Y a-t-il des projets d'IA générative adaptés aux enfants, c'est-à-dire qui filtrent les prompts inappropriés et qui s'assurent que seuls les prompts pédagogiques et non favorisant la triche sont autorisés? Alors là-dessus, je répondrai qu'il y a un certain nombre de logiciels pédagogiques par discipline sur ce secteur de l'EdTech qui permettent de faire travailler et de faire réfléchir d'entraîner les jeunes aux mathématiques et au raisonnement mathématique, de les faire travailler l'écriture dès le plus jeune âge en leur posant des questions, en les invitant à écrire, travailler l'apprentissage de la lecture, travailler l'apprentissage critique sur un certain nombre. Il y a de très nombreuses applications intéressantes qui sont créées dans le secteur de l'EdTech, mais il faut plutôt, dans ces cas-là, chercher du côté des logiciels pédagogiques plus que du côté des IA génératives. Très bien. Alors, un parent nous signale qu'il est possible d'installer en local, donc c'est-à-dire sur son propre ordinateur, différents moteurs d'IA, dont ChatGPT, Claude, etc., et que donc toutes les données restent alors en local et ne sortent pas, on va dire ça comme ça. Même si ces modèles ne sont alors pas actualisés, c'est-à-dire que donc, est-ce une solution à favoriser pour ces enfants? Alors, Parce qu'en fait, il n'y a pas d'entraînement, si vous voulez, qu'en fait, comme il n'y a pas d'actualisation, finalement, est-ce que les données ne sortent pas? Quand on a effectivement la capacité, le savoir-faire pour installer en offline et faire un entraînement in situ, c'est effectivement une très bonne solution qui permette d'assurer, que ce soit pour la confidentialité, que ce soit en entreprise ou que ce soit à la maison, d'assurer les confidentialités de ces données. On va avoir dans les années qui viennent, là on parle aujourd'hui, le cœur du marché est constitué par par les LLM, les Large Language Models. On commence à parler aujourd'hui de Small Language Models, qui sont des plus petits systèmes débranchés, plus localisés. Et donc, il y a un certain nombre de solutions alternatives qui permettent effectivement de ne pas servir l'entraînement général. L'option de faire un entraînement local est excellente. Quand on ne sait pas le faire ou qu'on a la flemme de le faire, il y a aussi la possibilité sur les abonnements pro qui commencent à des montants tout à fait raisonnables, de penser à décocher la case de ces paramètres d'entraînement. Mais le fait de décocher cette case commence dans des logiciels que vous utilisez peut-être déjà, parce que, par exemple, WhatsApp aujourd'hui a changé sa pratique en 2025 et entraîne par défaut ces IA, de la même manière que LinkedIn, qui décide d'entraîner aujourd'hui. Donc, tout ce que vous publiez sert à entraîner les IA de ces réseaux sociaux, sauf si vous allez dans vos paramètres pour décocher l'option. Et normalement, vous avez le droit de le faire. Oui. Et on peut même envoyer en plus un petit mail derrière pour bien se préciser, voilà, pour doubler, on va dire, à la fois la case et par mail. Alors là-dessus, sur l'Insta d'Internet sans crainte, on donne régulièrement des petits conseils pratiques de ce type-là sur comment paramétrer ces différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. C'est exactement le type de petits conseils que l'on aime bien partager avec les communautés éducatives.
Très bien. Alors, j'ai une question d'un parent qui nous dit qu'effectivement, en ayant installé un contrôle parental sur le téléphone ou l'ordinateur de son enfant, son fils, au bout d'un mois, a trouvé, c'était un temps d'usage contraint, hein, a trouvé également que le changement de fuseau horaire marchait. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions à proposer, en fait? C'est un parent qui demandait un petit truc, disant voilà, mon enfant sait changer de fuseau horaire sur son ordinateur, ce qui fait qu'effectivement, ben, on va dire, il triche sur la restriction que j'ai pu lui mettre. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions là auxquelles vous pourriez penser? Oui, alors c'est vrai qu'on a un certain nombre de jeunes qui sont très très malins et très doués et qui arrivent à contourner les règles. Alors il y a deux notions sur le contrôle il y a la notion de durée Ouais, d'usage et d'horaire. Donc là-dessus, les horaires peuvent être, alors pour moi, une première réponse pourrait être une réponse qui n'est pas une réponse numérique, mais qui est une réponse parentale, qui est quand je vois que tu as triché une fois, tu assumes des restrictions drastiques qui fait que tu n'as pas envie de retricher. oui. Tu n'as plus d'ordinateur, voilà. Exactement, on met en place des règles, tu les respectes progressivement, je suis plus généreux et progressivement, je vois que tu te comportes de manière responsable, on suit les éléments. En revanche, tu sors des clous. Tu sors des clous, tu sors aussi de l'usage. Donc pour moi, la première réponse à ça est une réponse qui est extra-numérique, mais la deuxième réponse, c'est que C'est de jouer sur la durée. c'est de jouer sur la durée, c'est de jouer éventuellement. Alors, il y a des parents qui vont jusqu'à couper le Wi-Fi dans certaines heures, avoir une programmation de la. Mais après, il faut que les parents eux-mêmes ne soient pas pénalisés si jamais ils ne respectent pas leurs propres règles. Mais oui, après, sinon, il y a des solutions numériques plus drastiques et qui permettent soit de jouer sur la durée, soit de jouer sur la connexion elle-même. Très bien. Alors, j'ai une dernière question parce que les autres étaient plutôt, enfin, toutes les questions ont été posées. Les autres remarques ont été des remarques, des constatations au fur et à mesure, effectivement, de votre présentation, que vous avez déjà vous-même cité tout à l'heure, dont entre autres un parent qui a, très bien, si un enfant est capable effectivement de craquer les codes, dans ces cas-là, il pourrait se diriger vers la cybersécurité. Ça, c'est très bien, je trouve comme réponse, c'est tout à fait ça. Question, oui, alors là, j'ai une petite question qui Oui, vient ça vaut le d'arriver, coup en de fait. Lanscal de lui faire Voilà, là, de faire faire une formation cybersécurité ou en tout cas un voilà, bootcamp voilà, cybersécurité, voilà, découverte des métiers. voilà, Moi, je voilà. trouve que tout ce qui aboutit à développer les compétences numériques poussées Nos de enfants, nos enfants peut être une opportunité, effectivement, et tout un à point de fait, départ positif. tout à fait. Alors après, une question, effectivement, oui, combien de temps pour les lycéens? J'allais dire, en fait, il y a, honnêtement, enfin, voilà, c'est moi qui vais répondre en tant que maman. Je crois que c'est vous qui connaissez votre enfant. Et effectivement, c'est à vous de voir la punition de téléphone ou la punition d'ordinateur. C'est à vous de voir comment votre enfant, enfin votre adolescent, puisque c'est un lycéen, gère la frustration. Voilà, enfin, c'est Le seul compliqué. élément, c'est, j'inviterais là aussi, vous pouvez soit en allant sur Familium, soit en regardant il y a un petit jeu qu'on a fait qui est mon moment écran, mais on propose un certain nombre d'éléments qui permettent des clés de réflexion pour ça. Donc pour moi, la bonne réponse à la question, c'est de se dire quel temps libre est-ce qu'on se met d'accord sur des règles, et pour faire ça, on va regarder comment est composé ton agenda. Bah, finalement, tu as ton temps à l'école. Combien est-ce que tu as de temps libre entre le moment où tu rentres et le moment où on passe à table? Et on va considérer que peut-être qu'après le repas, le temps d'écran doit être limité, c'est-à-dire que à quelle heure est-ce que tu te couches? On sait que dans la dernière heure avant le coucher, le fait d'être sur un écran et sur son smartphone, c'est pas excellent pour le sommeil de l'enfant. Là-dessus, c'est montré, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, je vais pouvoir regarder quel est le temps disponible total. Et dans ce temps disponible total, ben, je dois caser mes devoirs, je dois caser mon sport, je dois caser mes relations avec mes copains, je dois appeler ma grand-mère. Je dois faire éventuellement des activités créatives, etc. Et moi, j'invite beaucoup à avoir ces conversations-là et ces échanges-là avec les enfants et de lui dire, bah, fais-moi ton calendrier idéal et puis regarde ce que tu aimerais avoir
comme temps disponible. Et parfois, ils sont beaucoup plus restrictifs que nous quand on commence à rentrer dans ce type de débat. Alors, en général, les chiffres qu'ils mettent au départ ne sont pas forcément ceux qu'ils ont envie de respecter après sur l'usage. Mais je pense que le fait au moins d'avoir cette réflexion cadre de départ en direct avec eux, en partant des contraintes réelles, qui est sur le petit temps disponible. Tu veux parler avec tes copains, tu veux avoir un moment réel, il faut qu'on ait un moment en famille. Et il faut que tu fasses du sport parce que c'est important et que tu fasses éventuellement complètement autre chose. Qu'est-ce qui reste? Oui. Ça marche aussi. Après, effectivement, ils trouvent toujours de toute façon des solutions autres à nos enfants. Donc, c'est que ça nous force à nous renouveler, ce qui est très bien d'ailleurs. En Ça tant nous que force à nous parents, renouveler et voilà, c'est très bien. ça nous force à poser les bonnes questions. Parce que finalement, Exactement. la question, c'est pas j'ai entendu tout à l'heure le mot punition, c'est pas forcément de les punir, justement, c'est pas forcément de leur infliger des morales mal vécues, mais c'est Se plutôt de poser déresponsabiliser. la question, de responsabiliser, et de réussir à trouver ensemble des bons équilibres. L'élément, c'est qu'au début, c'est très difficile d'être autonome et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on voit que c'est très difficile de respecter les propres règles. Ce qui est important, c'est de pouvoir en fixer ensemble, déjà pouvoir se mettre d'accord sur les règles, l'idéal de destination, de pouvoir se faire aider au départ par des outils de contrôle parental pour implémenter ces règles et aider à les implémenter. Et ensuite, c'est de tendre vers cet objectif. Peut-on voir l'intelligence artificielle d'aujourd'hui pour nos enfants comme ce qu'Internet a été pour nous en tant que parents? Oui, je pense que c'est une révolution, c'est un changement de paradigme qui est au moins aussi fort, voire encore beaucoup plus fort et beaucoup plus invasif parce que ça prend une place, comme on l'a vu tout à l'heure, dans leur quotidien qui est extrêmement présent, là où le développement d'Internet sur notre génération s'est fait de manière progressive. Il y a eu d'abord les mails, puis enfin, on a vu la diversification de nos usages se faire de manière progressive. Là, le rythme s'est fait en l'espace de 2 ans avec un accès au commun des mortels à des technologies qui étaient jusqu'ici réservées à des usages beaucoup plus professionnels. Donc oui, c'est tout à fait comparable comme révolution. Et je pense que cette analogie invite aussi à nous poser des questions sur l'éducation, de la même manière qu'à notre époque, le fait de dire on va faire sans aurait été anachronique. Allez, Internet, on va faire sans. Aujourd'hui, pouvoir se dire on va faire complètement sans les IA, ça me semble être un leurre. En revanche, pouvoir se dire c'est très important avant de comprendre complètement l'incidence, de poser un cadre ferme et d'y aller de manière très progressive. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui avec la place qu'a pris Internet et notamment les réseaux sociaux dans nos vies avec des technologies et des designs qui sont faits pour occuper le maximum d'espace disponible. Ben, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il faut apprendre à refaire des choix et à reprendre le contrôle de nos vies numériques. Un petit mot de la fin, on est la première génération de parents à devoir mettre en place des règles d'usage du numérique et sur tous nos sujets éducatifs en tant que parents, on a des critères de comparaison. On fait soit comme nos parents, soit parfois le contraire de ce que faisaient nos parents, mais on a un repère auquel se révèle. La grande difficulté dans laquelle on est et dans laquelle on est tous, moi compris, c'est de ne pas avoir de repères historiques, mémoriels auxquels se référer. De l'autre côté, il ne faut pas basculer parce que je ne sais pas complètement comment faire, je suis complètement incompétent. Non, vous avez tous des compétences et des choses à apporter et des capacités à en parler avec vos enfants. Ça aide d'avoir des outils et la vraie raison pour laquelle on a fait Faminium au départ, c'est que quand j'ai eu ma première fille qui, comme tout le monde, a dit je veux un smartphone, je suis la dernière à ne pas en avoir, eh bien, je lui ai dit bah, mettons en place des règles d'abord et je ne savais pas comment faire. Et en fait, je me suis dit bah, construisons un outil scientifiquement baqués qui permettent d'aider les parents comme moi qui aient besoin d'en discuter, mais qui aient besoin pour ça d'un support pour en parler. Donc là-dessus, faisons la démarche des petits pas, de se dire, ben, c'est un sujet qu'on va mettre sur la table et il vaut mieux en parler et faire des erreurs et réajuster. Bah,
Comme effectivement, j'allais vous dire, le fait d'élever un enfant, personne n'a jamais donné de dictionnaire. Jusqu'à présent, lorsqu'on accouche d'un enfant, en tant que, en tout cas, maman, on accouche d'un être humain et non pas d'un dictionnaire avec, ou d'un mode d'emploi. Et tous les jours, nous apprenons. Donc effectivement, là, c'est plus compliqué pour nous parce que on est à cheval, nous, sur une génération à la fois ex-Internet, enfin, avant Internet, après Internet. Les générations à venir, est-ce qu'elles auront peut-être le bon sens qu'on a encore nous? Ça, c'est à voir. Mais justement, c'est peut-être à nous, parents, aujourd'hui, d'apprendre à nos enfants, qui sont quand même les générations à venir, et les futurs parents à venir, à justement acquérir ce bon sens et à ne pas s'inquiéter, parce qu'effectivement, bah oui, on apprend tout le jour et tout le temps. Et justement, en commettant certaines erreurs et justement en les rectifiant. Alors, vous avez droit à des bravos. Merci beaucoup, c'était très intéressant, surtout qu'effectivement, certaines personnes qui assistaient à enseigner la bureautique à des lycéens. Merci pour vos conseils et vos guidages. Un grand merci pour ce webinaire éclairant. Présentation très enrichissante. Merci beaucoup à vous, bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.